Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Panorama. Vous le voyez, nous sommes ici à Aix-les-Bains, à l'Hippodrome. Et cette semaine, on a choisi de s'intéresser au sport, un des nombreux secteurs en souffrance depuis maintenant un an et le début de cette crise de la Covid-19. On va aborder tout au long de ces 4 émissions plusieurs sujets qui touchent les structures et la pratique du sport. Et pour ce premier épisode, on va parler notamment économie et finances avec deux représentants du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball, un des plus grands clubs français de handball et un des porte-étendards des sports collectifs ici en Savoie. Laurent Munier, Bertrand Gilles, bonsoir. Bonjour. Merci d'être là en ma compagnie. Vous êtes donc respectivement directeur général, directeur sportif du club. Messieurs, question toute simple pour commencer cette émission. Comment allez-vous? Comment va le club après cette année de turbulence? Alors, bonjour. Le club va bien, même si on est en difficulté. Enfin, on est en souffrance parce que c'est vrai que depuis un an maintenant, avec les matchs à huis clos, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, sportivement, le club se porte de mieux en mieux. On a réussi à remonter dans le haut de tableau. C'est pas évident de gérer la partie sportive, mais bon, Bertrand en parlera peut-être un peu plus. Après, financièrement, c'est vrai que la saison dernière, on a pu, grâce à un petit peu aux aides et grâce à nos partenaires qui nous ont suivis, passer ce cap assez difficile. Maintenant, c'est important pour nous d'avoir des aides qui vont. On a eu des aides à partir de novembre-décembre pour la partie billetterie. Maintenant, on espère qu'il y aura encore à nouveau des aides. On a quand même un certain nombre de partenaires qui jouent bien le jeu et qui nous suivent. Par contre, voilà, on a hâte de retrouver un peu de monde dans la salle et c'est pour nous vital d'avoir au moins du monde qui revienne, on va dire, jusqu'à fin avril dans la salle, quoi. C'est important. Après, je pense que c'est en bonne voie par la suite, mais voilà, c'est le club, voilà, on vivote, mais on va s'en sortir. Alors pour qu'on comprenne bien la situation, la Lidl Star League, donc la première division du handball français, compte 16 clubs et Chambéry n'a que le 11e budget à peu près. C'est bien ça dans la Ouais, c'est ça, hiérarchie. ouais, tout à fait. Euh, dans quelle mesure cette crise économique, elle vous impacte au quotidien? Bah, c'est clair. Alors nous, on a un budget un petit peu particulier, c'est que 80% de notre budget est fait de partenariats privés et puis de billetterie grand public et abonnés. Contrairement à pas mal de clubs où il y a beaucoup de subventions qui sont mises en place. Alors, ça nous impacte, c'est que la salle est vide, on ne peut pas faire de billetterie, on ne peut pas recevoir nos partenaires dans les meilleures conditions. On a des salons privés, on peut à chaque match vendre plus de 5 salons privés aux équipes, enfin aux partenaires, donc ça on n'y arrive pas pour l'instant. Et l'impact financier, on l'a calculé, hein, c'est à peu près, par match à huis clos, c'est à peu près 100 000 euros de perdus. Donc voilà, il faut compenser tout cela. Et voilà, donc même s'il y a un peu d'aide de l'État et s'il y a eu un peu des aides sur la partie billetterie, ça ne suffira pas. Voilà. Bertrand, le club a investi 3,4 millions d'euros pour la construction d'une académie de handball. Qu'est-ce qu'elle va apporter justement, cette académie? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à votre club sportivement et aussi économiquement? L'idée de cette académie, c'est qu'elle soit vraiment au centre du sport moderne, c'est-à-dire qu'elle puisse allier une qualité de formation pour laquelle on est reconnu déjà depuis des années et qui va nous permettre de former des jeunes qui seront estampillés Team Chambé et dont on bénéficie déjà aujourd'hui de la qualité, mais pas uniquement. C'était aussi le sport moderne professionnel. C'est un sport où se mêle bien sûr la dimension sportive, mais également une dimension sociale, puisque l'intégralité de nos stagiaires sont dans des doubles projets où ils sont engagés dans des formations qui sont diplômantes ou professionnalisantes, et le monde économique. Le but du jeu, le sport pro, ce sont des hommes, mais ce sont aussi des structures et des réseaux économiques qui font vivre ce sport professionnel, et l'académie se voulait être une image fidèle et moderne de ce qu'est aujourd'hui le sport pro. Vous ne pouvez pas forcément le savoir à l'époque, mais au final, le timing n'a pas été finalement le meilleur avec cette crise. C'était difficile d'anticiper en tout cas. Oui, mais ça l'est C'était devenu toujours. indispensable. Je vous rassure, c'est toujours assez compliqué d'anticiper. Et ce que disait Laurent tout à l'heure, dans la relation avec nos partenaires et par rapport à tout l'argent qui a été investi, aujourd'hui, c'est le manque de visibilité qui est le plus pénalisant. Ne pas vraiment savoir, alors espérer que les tendances vont s'améliorer, faire des plans, imaginer des hypothèses, j'allais dire que c'est un peu notre quotidien maintenant depuis quasiment un an. Et on espère tous que les prochains mois seront de nature à rassurer l'intégralité des accompagnants. Parce qu'on a besoin de cette confiance, on a besoin de cette confiance que nous donnent les gens
dans la capacité que l'on a de faire du beau handball, mais également dans cette capacité que l'on a de réunir les gens, d'entretenir du réseau entrepreneurial et dans leur capacité d'avoir confiance en l'avenir et dans leur business, parce que c'est aussi une dimension qui est essentielle. Il y a eu des efforts conséquents de la part de toutes les composantes du club, au niveau notamment des salaires, pour faire baisser le budget de quasiment presque 20%. Ce sont des efforts rares à ce niveau, mais qui étaient nécessaires, j'imagine. Ouais, bah, c'était nécessaire. On a préféré anticiper. On aurait pu attendre et voir comment évoluer la situation. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la part de tous les salariés, à la fois administratifs et sportifs, il y a eu vraiment un engouement, enfin, on va pas dire un engouement, mais il y a eu une volonté de continuer à faire vivre ce club qui leur est cher et qui nous est cher. Et d'ailleurs, pour ça, je remercie tous les gens qui ont œuvré dans ce sens-là. Après, c'est vrai que voilà, il fallait faire quelque chose. On a préféré anticiper plutôt qu'en fin de saison se dire attendez, on met la clé sous la porte ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant on espère que tout va revenir à la normale dès la saison prochaine. Mais voilà, pour revenir sur cette académie, c'est vrai que l'académie, elle est arrivée, franchement, elle est arrivée au bon moment parce que ça nous permet de prendre nos marques, de voir un petit peu comment ça se passe. On a des espaces à louer dans cette académie et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait pas loué parce qu'il y a tellement de grands espaces et que maintenant, avec la distanciation, il faut des 4 mètres carrés. Donc ça nous a permis de louer des espaces à pas mal d'entreprises. Et voilà, on a encore 2-3 autres projets dans cette académie qui vont nous permettre, comme le disait Bertrand, de créer du lien avec nos partenaires, avec nos abonnés, avec pas mal de choses qui vont être faites avec notre fonds de dotation. Et voilà, on a envie de continuer à développer la Team Chambé et le club au-delà de notre région. On aurait pu faire cette émission au phare, votre salle. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'intervention, le championnat se déroule à huis clos. Là aussi, c'est un énorme manque à gagner, économique mais aussi sportif, parce qu'on connaît l'apport de votre public. Bah, je crois que, Bertrand vous le dira, mais quand on voit les résultats, on a gagné plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Donc, et puis encore cette fois, ce week-end, il y a eu beaucoup de matchs perdus à domicile. Donc, on se dit que oui, c'est vrai que surtout quand on est à Chambéry, hein, quand on a un public comme on a et qui nous pousse derrière avec le meilleur public de France en 2019, c'est vrai que ça manque. Puis ça fait vite de jouer dans. Enfin, moi, je serais joueur à cette période, ça me gonflerait de venir jouer. Je préférerais jouer à l'extérieur parce qu'on est plus concentré. On part tous ensemble le matin. Voilà, on est focalisé sur le match à l'extérieur, donc c'est un petit peu compliqué. Non, c'est très compliqué parce que au-delà de la performance sportive, le sportif pro moderne est un homme de spectacle et le spectacle existe parce qu'il y a du monde dans les tribunes, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a un partage. Or, ce partage-là, aujourd'hui, il n'existe pas et on a un peu l'impression que on a vidé le sens premier de l'activité du sport pro. Et alors, tous les garçons, parce que chez nous c'est les garçons, font le dos rond et espèrent tous que rapidement il y aura des jours meilleurs. Mais c'est vrai que ces situations ne sont pas simples à gérer parce que c'est le carburant du sport pro. Le public, c'est le carburant du sport pro, définitivement. J'imagine que vous avez des contacts justement avec les supporters. Ils sont en manque également. Ouais, bah, on essaie toujours pareil, via les réseaux sociaux, on essaie de créer des liens avec eux. Typiquement, pour tous nos abonnés, on a envoyé des des cartes de vœux signées par les joueurs en disant enfin pas des cartes de vœux, des cartes signées par les joueurs en disant qu'il nous manquait. On a des liens, mais c'est vrai que ça remplace pas le fait de venir au phare et puis nous supporter. Après, dans ce malheur, on est quand même mieux lotis que tous les clubs amateurs, c'est vrai qu'on pense beaucoup à eux. Et nous, on voit, on a deux parties, on a la partie pro, la partie amateur. Quand tu as des gamins qui n'ont pas joué depuis un an, notre centre de formation qui n'a pas joué, on fait des matchs amicaux entre les centres de formation, parce que là c'est possible, ils sont pros, ils sont testés à chaque fois, mais c'est vraiment compliqué pour tous les clubs amateurs, et Bertrand qui est vice-président de la Fédé le sait plus que moi, parce que c'est pareil, il va falloir trouver quelque chose pour tout ce monde-là. On perd des licenciés, donc il va falloir qu'on continue, et qu'on essaie d'aller les rechercher. Comment, ça c'est l'avenir nous le dira. Vous êtes inquiet pour l'avenir du handball français? Alors j'allais dire qu'il y a 10 jours maintenant, s'est passé un événement qui est remarquable, puisque l'équipe de France masculine s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Bon, vous avez bien compris qu'ils auront lieu en 2021. Et c'est fondamental, parce que comme le disait Laurent, aujourd'hui le sport amateur est à l'arrêt. Avoir une vitrine Une locomotive internationalement reconnue, telle que les Jeux Olympiques, dans cette période-là, j'espère, moi, que les angoisses, les inquiétudes liées à la crise sanitaire vont se limiter et qu'on sera en capacité de proposer à tous nos licenciés une saison classique. Mais pour ça, il va falloir être
il va falloir être dynamique, il va falloir être solidaire sur l'intégralité du territoire pour redonner envie à nos plus jeunes pratiquants de revenir. Le mordu de handball, il est mordu, il a envie et il n'y a qu'une chose qui lui manque, c'est les copains, la compétition. Les plus jeunes qui sont en train encore de se chercher. Moi, je suis inquiet, j'allais dire pas que pour les handballeurs, je suis inquiet pour tous les jeunes Français. C'est des questions pour moi de santé publique je veux bien entendre et comprendre les décisions qui ont été prises pour des raisons sanitaires. Ces mesures-là, elles ont aussi fait des dégâts et j'espère qu'on sera rapidement en mesure de les compenser parce que quand ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de sport, eh ben ça pèse et ça pèse dans la santé de tous nos plus jeunes concitoyens. On aura l'occasion d'en parler dans notre émission de jeudi. On parlera avec la directrice départementale de l'NSS. Messieurs, avant de se quitter, un mot sur le sportif. La team Chambray s'est imposée ce week-end à Limoges, 34-33, une victoire qui fait du bien. Un 3e match de suite sans défaite depuis la reprise. C'est une bonne spirale pour le moment. Pour le moment, Laurent l'a dit, ça va mieux. Pour le moment, effectivement, la dynamique est plutôt positive. Alors là, on enchaîne 4 matchs de très haute volée, puisqu'on va jouer en l'espace de 15 jours 2 fois l'équipe d'Aix et 2 fois l'équipe de Paris. Voilà, ça va être très très compliqué d'afficher d'aussi belles stats que celles qu'on vient de réaliser. Mais je me dis que cette équipe, elle est aussi pleine de surprises. Elle est aussi parfois surprenante dans ce qu'elle est capable de produire. Et donc, moi, j'ai envie de regarder dans ces 15 prochains jours avec optimisme. Et je me dis que tout est encore à faire et qu'on n'a pour le moment rien hypothéqué sur les ambitions de début de saison qui avaient été affichées. Laurent, vous êtes un directeur général fier, j'imagine, de l'équipe quand on voit les circonstances, quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 1 an. Bah oui, fier de cette équipe. C'est vrai que quand on voit qu'on a gagné la Coupe de France en 2019 et que pour l'instant on est toujours vainqueur en titre, donc ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas eu de Coupe de France, donc on prend, on est encore vainqueur cette année. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une équipe. C'est l'équipe la plus jeune du championnat. Il y a une belle formation derrière. On a quand même ce week-end, on avait 5 joueurs du centre de formation qui évoluent avec nous. Les joueurs lâchent rien. Voilà, et on a 3 matchs de retard, donc voilà. Comme le dit Bertrand, on espère pouvoir afficher les objectifs qui nous étaient fixés, c'est-à-dire d'essayer de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Après, voilà, il faudra que les situations sanitaires s'améliorent parce que c'est pas évident de voyager en ce moment. Mais voilà, l'équipe est là. Le recrutement a été fait aussi en fonction pour encore donner un peu plus de force et de tenue à cette équipe. Et on est fiers vraiment de tout le monde parce que c'est pas évident dans ces moments-là de rester motivé et d'afficher le visage qu'on affiche aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Meunier, Bertrand Gilles, merci d'avoir été là. Bonne continuation, bon courage pour la suite de cette saison. Merci également à Manon Boulben pour la coordination de l'émission. Merci à Johan Pognangro et Fanny Devilaine pour la technique. Et merci à Martine Grosse de l'Hippodrome. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Panorama. On parlera d'un autre club professionnel savoyard, Aix-Maurienne Salobasket. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 2e épisode de Panorama, ici depuis l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Le sport est à l'honneur cette semaine sur 8 Mont-Blanc, le sport dans le contexte Covid plus précisément. Après le handball, place au basketball aujourd'hui avec vous, Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur d'Aix-Maurienne Salobasket qui évolue en Pro B, le 2e échelon du basket français. Je vais vous poser la même première question qu'à mes 2 invités d'hier. Comment allez-vous? Comment va le club après cette année de turbulence? Écoutez, c'est évident que c'est une année très spéciale, donc je pense qu'on va pour le mieux dans un contexte qui est évidemment perturbé et très particulier, mais on fait en tout cas en sorte d'aller du mieux qu'on peut, sans notre public, sans nos sponsors au match, sans ce contact qui fait un petit peu l'essence de notre métier. Vous êtes donc le coach d'AMSB. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes servi en ce qui concerne des difficultés là depuis 2 ans. Oui, c'est vrai que c'est pas simple, mais comme on l'avait dit en début de saison, et je crois qu'on le vérifie chaque jour, le mot d'ordre, c'est l'adaptabilité. On savait que ce serait compliqué. On a quasiment tous les jours quelque chose de nouveau et d'imprévu à régler. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Je crois que maintenant, on arrive à une période où on va maintenant enchaîner les matchs, de par les décisions qui ont été prises par la Ligue. Donc on sait qu'on va encore avoir d'autres sujets à régler, mais on fait au jour le jour du mieux qu'on peut. Comment, justement, vous, en tant qu'entraîneur, vous vivez cette situation au quotidien depuis maintenant 1 an là?
avec tout ce manque de visibilité, ces décisions qui arrivent, qui sont différentes le lendemain? Bah, écoutez, je crois qu'il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est vrai que ce qui est difficile pour nous, c'est de ne pas pouvoir planifier. On sait qu'on fait, nous, notre saison, elle est, enfin, comme tous les sports collectifs, elle est condensée sur 9 mois, 10 mois maximum, avec des échéances très précises. On a un calendrier en début de saison, donc on planifie les semaines, les entraînements, les jours à la séance. Et puis là, on s'est retrouvé cette année avec des changements quasi, alors de tout hebdomadaires, mais même parfois quasiment quotidiens. Ce qui était vrai un jour n'était plus vrai le lendemain. Donc je crois que la plus grosse difficulté, elle est là. Et la deuxième, en termes de planification, et la deuxième, c'est la gestion physique et mentale des joueurs, avec justement cette incertitude qui est, je pense, le point le plus difficile à gérer et à contrôler. Vous l'avez dit, le fait de ne pas avoir de visibilité par rapport au planning en tant qu'entraîneur, pour arriver à manager un groupe, ça doit être aussi une des grosses difficultés. C'est clair que c'est la difficulté. Maintenant, on est tous logés à la même enseigne, hein. Je crois que c'est toujours pareil. Ceux qui le géreront le moins mal ou le mieux s'en sortiront le mieux. Maintenant, il faut accepter qu'il y a des paramètres qu'on contrôle d'habitude, qu'on ne peut pas contrôler cette saison. C'est vrai que pour nous, les entraîneurs, c'est quelque chose qu'on aime contrôler le plus de choses possible. Donc c'est quelque chose de nouveau et ça doit nous permettre aussi, enfin moi je le prends un petit peu aussi comme un challenge de grandir, d'évoluer dans notre métier, d'évoluer dans notre approche, peut-être se recentrer sur des priorités plus simples, parfois vraiment faire un retour au basique, à des choses élémentaires qu'on peut contrôler. Et puis ne pas se laisser polluer par tout le reste. On connaît l'importance du public dans certains sports collectifs. Vous jouez vos matchs à domicile d'ordinaire à la Halle Marlioz. Cette saison, c'est évidemment à huis clos. Vous la sentez, la différence? C'est clair qu'on sent la différence. On sent la différence chez nous, bien évidemment, de ne pas avoir notre public derrière nous, mais également à l'extérieur, où c'est un contexte très particulier. On arrive dans des salles où on a l'habitude de voir une salle pleine ou à 3/4 pleine. Et puis là, c'est vide. On entend tout ce qu'on dit. On entend le bruit des baskets des joueurs crisser sur le parquet. C'est quelque chose de particulier. Mais alors, je pense que ça a été perturbant un petit peu au début, il me semble. Là, j'ai l'impression que tout le monde maintenant s'en accommode. C'est comme ça. On est encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut essayer de ne pas se laisser perturber par ça. En termes de préparation, ça a changé aussi? Vous arrivez le plus tard possible sur place, ou comment est-ce qu'il y a une vraie différence avec avant? Alors on arrive pareil. Par contre, c'est vrai que l'approche, notamment dans les hôtels, est un petit peu particulière parce que il y a très peu de possibilités de vivre ensemble collectivement dans les hôtels, notamment au niveau de la restauration. Pourtant, on sait que c'est important pour un groupe. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'on voyage en bus ensemble, étant donné que nous on est testés toutes les semaines et suivi en permanence. Mais quand on arrive à l'hôtel, on ne peut pas manger ensemble. Donc, dans chaque chambre, les plateaux sont servis dans les chambres. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. Et surtout, ça change les habitudes qu'on a sur les points de vie collective. Alors, j'ai regardé le classement de la Pro B en m'intéressant au nombre de matchs joués par chaque équipe. Et il existe de vraies différences encore plus flagrantes en Jeep Elite, donc la première division. Vous, à Aix-Moyenne, vous avez joué 12 rencontres. Certaines équipes en ont joué 11, d'autres 13. Et la Lanterne Rouge n'en a joué que 9. Il n'y a pas un problème d'équité sportive là? L'équité sportive, je dirais, au-delà du nombre de matchs joués, elle est surtout au niveau du calendrier. Je prends en exemple notre calendrier. Nous, par exemple, on a joué 2 fois Nancy, qui fait figure vraiment des favoris du championnat. Mais par contre, on n'a pas encore joué. Il y a un certain nombre d'équipes qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué Évreux, on n'a pas joué Paris, on n'a pas joué Saint-Chamond, etc. Enfin, on a 5 ou 6 équipes qu'on n'a pas encore joué. Donc, on a déjà joué les 2 matchs contre Nancy. Et voilà, donc d'autres équipes auront joué 2 matchs contre une autre équipe. Et pas. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dirais que le classement aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais le classement qui sera important. Pas forcément représentatif. Voilà, le classement qui sera important, c'est le classement à la dernière journée. On sait qu'il y a des aléas d'organisation de calendrier qui font que des matchs qui sont reportés, qui sont décalés plusieurs fois même pour certains. Donc je pense que ce qui compte vraiment, et moi je m'attache vraiment à me focaliser sur le contenu de ce qu'on propose, l'amélioration du contenu et puis l'état d'esprit qu'on démontre. Voilà, le travail là-dessus. Et après, je dirais, la photo du classement à l'instant T n'est pas forcément aussi importante que les autres années. Alors parlons justement de cette saison en cours. Comme prévu, c'est compliqué.
3 victoires, 9 défaites. Comment est-ce que vous la jugez, même si c'est difficile de la juger après tout ce qu'on vient de dire? Vous êtes plutôt dans le positif, dans le négatif. Comment est-ce que vous sentez la chose là? Je pense qu'il faut essayer d'être le plus objectif possible. C'est vrai que c'est difficile, je ne vais pas vous l'avouer, je ne vais pas vous le cacher, c'est plus difficile que ce que j'aurais espéré. Il y a différentes explications, hein. Le Covid en est une, mais encore une fois, ça c'est valable pour tout le monde. Je crois qu'on a eu de la peine à... effectivement, on n'a pas pu garder un certain nombre de joueurs qu'on souhaitait conserver de l'année dernière, donc on a dû quasiment repartir pas d'une feuille blanche, mais pas loin. Certains joueurs qu'on avait signés en début de saison n'ont pas apporté ce qu'on souhaitait, pas forcément parce que ce n'étaient pas des bons joueurs, mais simplement que ce n'était pas forcément la pièce du puzzle qui correspondait. Donc on a vraiment tardé à trouver une forme d'équilibre. C'est vrai aussi que le fait de jouer très peu de matchs nous a aussi pas forcément permis d'évaluer les choses suffisamment tôt. Mais je crois que globalement, on a fait quelques rééquilibrages d'équipe. Maintenant, il me semble que depuis quelques semaines, on trouve un équilibre qui est un peu meilleur. D'ailleurs, depuis 3 semaines, non seulement on a gagné à Antibes, mais on a fait des performances qui, en termes de qualité, en tout cas, qui sont plus proches de ce qu'on souhaite, même si il nous manque peut-être 2 victoires qu'on aurait pu espérer et qu'on aurait souhaité évidemment engranger. Voilà, je crois que on a dû faire des réajustements. C'est un peu en deçà de ce que j'attendais, un peu plus difficile de ce que j'attendais. Maintenant, il me semble qu'on est reparti sur une trajectoire de progression. En tout cas, il y a un bon état d'esprit dans l'équipe. On sait qu'on a des faiblesses. J'attends effectivement aussi plus individuellement de certains joueurs qui, pour l'instant, sont un peu en deçà. Il ne faut pas le cacher de ce qu'on peut attendre. Mais voilà, il reste 22 matchs à jouer. On a démontré des belles choses ces derniers temps. Maintenant, il va falloir le confirmer par des victoires. La saison dernière a déjà été arrêtée, sans conséquences sportives. Cette saison a déjà été interrompue. Sportivement, j'imagine que c'est difficile de mettre en place quelque chose de concret. Oui, c'est clair que c'est pas du tout dans les standards habituels et dans le schéma qu'on a les autres années. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, c'est acquis en tout cas dans l'esprit et que la saison va aller à son terme. En tout cas, on se donne les chances de jouer les matchs. On a un calendrier. Maintenant, on sait très bien que tout peut être remis en cause s'il s'avère que demain, le championnat est suspendu pendant un mois parce qu'il y a 8 équipes qui sont à l'arrêt. En tout cas, on est prêt pour ça. On sait qu'on va avoir un calendrier qui va être très, très chargé. La gestion physique va être très importante. On voit malheureusement, et je touche du bois, j'espère qu'on sera concerné le moins possible, mais on voit que quasiment à chaque journée, chaque match, là, ces derniers temps, il y a des joueurs blessés dans toutes les équipes. Donc je crois que ça, c'est un point qui va être vraiment essentiel, la gestion du physique. Et les équipes qui arriveront à passer entre les gouttes, je pense, s'en tireront le mieux. Vous qui côtoyez le groupe, les joueurs au quotidien, tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect mental. Il y a l'aspect physique qui rentre en compte avec ces coupures. Comment est-ce qu'ils vivent cette situation, eux, les joueurs? Alors, on essaie d'être très attentif depuis le début, parce qu'on sait que c'est pas évident. L'incertitude qu'on vit, nous, en tant qu'entraîneurs, on sait que pour les joueurs, c'est au moins aussi important, voire même plus pour certains. On sait aussi qu'il y a des différences individuelles. Certains joueurs sont plus sereins, naturellement. D'autres sont peut-être plus inquiets. Il y a aussi la situation familiale qui fait qu'un joueur qui est avec sa famille et ses enfants dans un grand appartement, et c'est aussi plus facile à vivre qu'un joueur étranger qui est tout seul, qui connaît personne et qui n'a pas, par la problématique actuelle, la possibilité de sortir autant que peut-être qu'il le souhaiterait. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on essaye d'être... on essaie d'être attentif à ces éléments-là. Je pense que globalement, on l'a plutôt pas trop mal géré, enfin, en tout cas il me semble, mais c'est fragile. On essaie d'être attentif, de beaucoup parler avec les joueurs, d'être vigilant sur les signes qu'on pourrait voir d'agacement ou un petit peu de déprime de certains, pour pouvoir réagir le plus vite possible. Merci beaucoup, Emmanuel Schmitt, pour votre Merci à témoignage. vous. Prochain match pour Aix-Marine Savoie Basket. Alors là, vendredi, on va à Évreux et puis on va enchaîner on part pour 3 jours, vendredi à Évreux et dimanche à Paris. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Je reviendrai avec grand plaisir à la Halle Marlioz.
Merci à toute l'équipe présente ici sur place avec moi, mais surtout merci à vous de continuer à nous suivre sur nos programmes. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un mercredi pour un nouveau numéro consacré notamment au sport de contact. Prenez soin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Panorama. Nous avons installé notre plateau cette semaine ici à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. L'émission est consacrée au sport. 2 invités pour m'accompagner aujourd'hui avec un focus sur le judo et sur le club Alliance Revard Judo avec Pascal Scanavino. Vous êtes le président du club, bonjour. Oui, bonjour. Président du comité départemental de judo. Ça. Et Johan Arnal, vous êtes entraîneur de judo. C'est ça. Messieurs, j'imagine que pour vous, la période que vous vivez depuis un an doit être très très compliquée et à tout point de vue. Bien sûr, nous, comme nous sommes des sports de contact, nous n'avons pas le droit de pratiquer en salle. Donc on essaye de garder des liens avec les adhérents, mais c'est dur. Déjà, on a eu une perte d'adhérents assez significative. On en reviendra un peu plus tard, mais c'est effectivement Voilà. c'est flagrant, j'imagine. C'est flagrant. Johan, le président l'a dit, depuis un an, les sports de contact le contact au sens général est pratiquement proscrit. Or, le judo est un sport de contact. Très concrètement, comment faites-vous pour pratiquer votre sport depuis un an ? C'est très compliqué. On ne peut pas vraiment pratiquer en fait. On essaye de garder un lien avec les jeunes. Étant donné qu'on ne peut pas les voir en direct, on fait des vidéos, on fait des lives sur Internet. Mais ça reste très très compliqué parce qu'on est, comme vous l'avez dit, on est un sport de contact et le judo sans contact, c'est plus du judo au final. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette situation ? C'est de garder les jeunes. Accrochés au club. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du judo, ils veulent pas faire de la gym ou autre chose. Donc c'est vraiment ça le plus difficile, c'est les garder avec nous, faire des activités pour les rattacher, pour les rameuter. C'est pas évident. Président, vous comprenez toutes ces restrictions liées à la pratique de certaines disciplines, dont la vôtre ? Alors, je ne sais pas si je les comprends, je les subis, comme tout le monde. On a le droit de pratiquer si on est professionnel, c'est-à-dire ceux qui ont une carte professionnelle, c'est-à-dire que les stages de professeurs ont lieu. Et nous-mêmes, dans le club, les professeurs comme Johan qui ont une carte professionnelle, on a plusieurs professeurs, peuvent s'entraîner déjà pour maintenir leur niveau et puis pour préparer des grades d'État. Voilà, donc on a même une action au niveau départemental là-dessus pour que les professeurs, ceux qui ont une carte professionnelle, puissent s'entraîner. Mais le commun des mortels ne peut pas s'entraîner parce qu'il n'a pas de carte professionnelle. C'est un petit peu un paradoxe. On fait avec et on essaye de maintenir une activité. Johan fait aussi des cours sur l'arbitrage. Donc les enfants sont à distance, sont masqués et il donne des cours sur l'arbitrage. Donc on fait de la formation. Mais pas de judo avec saisie. Parlons des licenciés, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a une vraie érosion du nombre de licenciés au sein de votre structure ? Nous étions l'année passée 540 et là on est 380. Donc vous voyez, il y a une grosse perte. Parce que les gens en septembre ont été timides pour se réinscrire et comme on nous a arrêtés fin octobre, nous en novembre et en janvier on prend encore beaucoup de licenciés. Donc effectivement oui, c'est une perte de 150 licenciés à peu près. C'est un peu la même chose, j'imagine, pour les autres clubs en Savoie en tant que président du comité Au niveau départemental, il nous manque 1000 licenciés. D'habitude, on est 3500 licenciés. Là, on est 2500. J'ai pu lire que certaines structures ont perdu jusqu'à 35% de leurs licenciés. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de garder ces gens ? Est-ce que c'est possible de garder dans le contexte actuel ? C'est difficile en fait. Là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est on s'est servi des réseaux sociaux en fait. On a créé un groupe WhatsApp pour que les jeunes puissent interagir directement avec nous. On est sur Instagram pour faire des lives les mardis et le vendredi, mais ça reste des lives à distance chez soi avec du renforcement musculaire, tout basé sur le judo. Mais ça reste difficile. J'ai essayé de créer une dynamique entre les ceintures noires et les plus jeunes en faisant des mini-défis qui se lancent sur Instagram, sur WhatsApp. Mais ça, c'est quelque chose qui marche au début. Mais là, on arrive à un moment donné où ça s'essouffle et voilà, les jeunes décrochent par tout seuls en fait. Vous avez un rôle social également ? C'est certain, le judo, le sport en général, mais le judo, bien sûr, qu'on a un rôle social important parce que le lien entre les adhérents est très fort. L'esprit du club existe vraiment. À Alliance Revard, nous regroupons plusieurs clubs. Il y a le Judo Club Etsoy, il y a le Dojo Chambérien, il
il y a les arts martiaux culosiens, le judo club de Yenne, et leur section. Et donc, on réunit tout ce monde-là, on fait des stages. Alors, bien sûr que là, on ne peut plus rien faire, mais on faisait beaucoup de stages où on regroupe les jeunes pendant les vacances. Voilà. Et donc, il y a un vrai esprit club, malgré qu'on est un petit peu éloigné, mais les jeunes s'y retrouvent bien. Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, a annoncé récemment que certaines primes et bourses allaient être coupées. C'est signe que même dans les plus hautes instances, cette crise n'épargne personne. C'est pas très encourageant, pas très engageant pour le 4e sport français en matière de pratiquants. Alors, Stéphane Nomis vient d'être élu à la présidence de la Fédération française de judo. Il a succédé à Jean-Luc Rouget qui avait fait 4 mandats. Et il arrive, il souffle un vent un peu nouveau. Je pense que c'est bien pour la Fédération française de judo. Il prend la fédération dans la pire des conditions, puisque au niveau national, c'est 15 000 licences qui manquent. 150 000 licences pardon, qui manquent. Et donc, ça fait un trou de 6 millions au niveau des finances de la fédération. La fédération avait investi aussi dans des projets comme Villebon sur Yvette, où il avait acheté une salle très grande et forcément là les frais tombent mais ils ne peuvent pas la louer, donc il n'a pas la partie facile et je pense qu'il fait au mieux. C'est quelqu'un de très bien et bien sûr que bon, le manque de résultats au niveau national chez les hommes est évident. Les filles cartonnent, elles sont vraiment au top du mondial. Et chez les garçons, bien sûr, c'est un petit peu moins bon les résultats. Johan, vous êtes inquiet pour la suite? Ouais, plus ça va, plus je m'inquiète sur la reprise des jeunes au judo. Parce que je ne veux pas critiquer les autres sports, mais ceux qui peuvent pratiquer en extérieur, en fait, nous font un petit peu défaut, puisque on a reçu des mails de parents en disant que voilà, cette année, mon fils, je l'ai mis à l'athlétisme, je l'ai mis au rugby, au foot. Bien souvent, quand il commence un sport, après, il continue l'année d'après. Donc, moi, j'ai peur sur la reprise derrière, même si on reste un sport très populaire. J'ai des petites inquiétudes là-dessus. Vous avez le sentiment que, on dit souvent que ça peut des fois susciter des vocations, ça serait plutôt l'inverse? Il y a un désamour par rapport aux disciplines comme la vôtre notamment? Alors, je dirais pas jusqu'à un désamour, mais en fait, le fait de pratiquer chez soi tout seul sur Insta, ou même comme à une époque où ils voulaient qu'on pratique du judo dans le club, mais en distanciation, c'est plutôt des choses à dégoûter l'enfant de pratiquer du judo, qui est un sport de contact. On lui dit le judo, voilà, le but du jeu c'est de faire tomber le copain, mais tu viens pour faire de la gym. C'est plutôt à le dégoûter du judo en fait. On sait dans d'autres sports encore plus populaires en termes de licenciés, d'autres structures professionnelles, que c'est très très compliqué. On ose imaginer pour une structure comme la vôtre ce que ça doit être, cette situation depuis un an. Eh ben, nous, c'est catastrophique, il faut le dire. Hein. Donc, nous, on a accès à la salle, les professionnels, mais ce grand dojo vide, on le voit tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui est attristant, quoi, de ne pas pouvoir faire pratiquer son sport à tous ces jeunes qui n'attendent que ça. Alors, comme a dit Johan, bien sûr, qu'ils s'orientent là où ils peuvent faire quelque chose. Et ce qui est dur, c'est de ne pas savoir quand on peut reprendre. Dernièrement, la fédération nous avait appelé, dit on va peut-être reprendre le 15 avril ou le 15 mai ou le 15 juin. Alors, vous voyez, avec des données comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut rien prévoir, on ne peut pas anticiper. On est dans l'attente complète des décisions gouvernementales. Dans l'hypothèse d'une reprise là, dans les semaines qui viennent, vous êtes prêts? On est prêts, on est dans les starting blocks. Vous attendez que ça en fait? On n'attend que ça avec Johan, avec toute l'équipe dirigeante, on est en contact permanent et qui nous donne le feu vert, nous on saura accueillir les gens, on est prêts. Vos jeunes, ils sont, j'imagine, aussi demandeurs, ceux qui sont toujours là? Ils sont demandeurs, j'imagine? Ah oui, ils sont très demandeurs, justement. Ils attendent que ça. Sur le peu que je peux les voir sur les réseaux, c'est à chaque fois à bientôt sur le tapis, quand est-ce qu'on remet le kimono, ça me manque. Voilà, ils attendent que ça, en fait. Est-ce qu'ils comprennent malgré leur jeune âge? Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience collective qui est évidente. Hein. Les cours d'arbitrage là, que donne Johan, les enfants viennent avec les MOS, ils comprennent la distanciation, tout ça. Non, je pense qu'ils sont assez conscients de ce qui se passe. Ouais. Tout à l'heure, vous me disiez
je ne sais pas si je comprends, mais en tout cas, je subis ces restrictions. On voit ici et là des photos, des images d'attroupements, que ce soit dans les magasins, des files d'attente, dans des carnavals sauvages. J'imagine qu'il y a peut-être un peu de colère qui doit monter chez vous quand on sait qu'on vous interdit la pratique de votre discipline, alors que j'imagine que vous mettez le plus de volonté pour améliorer les choses. Le judo est un sport où, naturellement, depuis toujours, où l'hygiène, le respect de la propreté des lieux, des gens, des vêtements, a toujours été au top niveau. Et c'est vrai quand on pratique, quand on pouvait encore faire avec les écoles, il y en a fait des interventions, on lavait les kimonos après chaque séance. Tout était désinfecté chaque fois, le tapis, on a tout ce qu'il faut pour pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité au niveau hygiène. On voit dans les compétitions internationales, puisqu'ils ont le droit de pratiquer, les internationaux, les combattants combattent, c'est ce que c'est qu'un combat de judo, c'est hard, et à la fin ils n'ont pas le droit de se serrer la main parce que à cause de mesures Covid. Donc vous voyez un petit peu le ridicule de cette situation. Quand ils se serrent la main à la fin du combat, c'est le plus beau geste du combat pour dire que le combat a été loyal. Ils n'ont pas le droit de le faire alors qu'ils viennent de s'empoigner pendant 5 minutes. Voilà, tout ça, ça nous énerve un peu, il faut bien le dire. Le fait d'autoriser les professionnels à pratiquer et d'interdire les amateurs, c'est aussi... Est-ce que vous voyez ça comme un deux poids, deux mesures? Oui et non. Moi, c'est plus frustrant pour les jeunes. Moi, j'ai le droit de pratiquer, eux n'ont pas le droit. Ok, je suis professionnel, c'est mon métier, ça me permet de garder mon niveau. Mais à la base, je suis professionnel, c'est pour les jeunes. Et ça m'embête de pouvoir pratiquer alors qu'eux ne peuvent pas faire leur sport préféré, en fait. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Bonne Merci. continuation, bon courage, vraiment. Merci. Surtout pour la suite, on espère que les choses vont vite s'arranger. Très bonne continuation. Merci en tout cas de continuer à nous suivre, vous, chers téléspectateurs, sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve jeudi pour la dernière de la semaine qui sera consacrée au sport scolaire. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, c'est parti pour une nouvelle émission de Panorama. Vous le savez, cette semaine nous parlons du sport face à la Covid-19. Après avoir évoqué les clubs professionnels et amateurs, place aux enfants ce soir avec vous et aux élèves, avec Sophie Creux. Vous êtes la directrice départementale de l'UNSS, l'Union nationale de sport scolaire. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes accompagnée par Benoît Bourgeois, vous êtes professeur d'EPS au collège Côte-Rousse de Chambéry. Bonjour. Sophie, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est l'UNSS pour ceux et celles qui ne sauraient pas? Alors, l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc, à la base, c'est une fédération, comme toutes les fédérations sportives en France, qui donc est déclinée au niveau régional, départemental. Et ensuite, dans les établissements scolaires, chaque établissement scolaire a une association sportive qui se doit d'être affiliée à l'UNSS. Donc, dans le public, ils ont l'obligation. Et dans le privé également, on a la possibilité d'avoir une adhésion à l'UNSS. Donc en fait, on regroupe l'ensemble des associations sportives des établissements scolaires, donc du second degré, collège et lycée. On répétera jamais assez l'importance de la pratique du sport pour les jeunes. Oui, c'est vrai que depuis un an, finalement, on voit qu'il y a quand même une baisse des qualités physiques. Donc, Benoît, ici présent, vous l'expliquera d'autant mieux que moi, puisqu'il est au contact des élèves au quotidien, donc que ce soit à l'UNSS, mais également au quotidien dans ses cours d'EPS. J'imagine que pour vous, ce qui se passe depuis un an, c'est assez dramatique. Vous, Benoît, dans l'exercice de vos métiers, comme Sophie vient de le dire, vous voyez l'évolution de vos élèves? On voit l'évolution des élèves. Oui. Depuis un an, on a des jeunes qui sont, pour certains, devenus complètement sédentaires, où le seul espace de pratique, c'est le fait de venir au collège et parfois même en trottinette électrique plutôt qu'à pied. Et puis derrière, de venir et de pratiquer pendant les cours d'éducation physique. Ou pour ceux qui veulent aller plus loin, pendant l'association sportive, qui est un espace de pratique. D'autant que certains clubs aujourd'hui ne peuvent plus proposer de pratiques extrascolaires. Il en va aujourd'hui de la santé de ces jeunes? Oui, il en va de la santé. Il va à la fois de la santé physique, avec davantage de sédentarité, mais aussi de la santé mentale. Des jeunes qui, à un moment, ont besoin de bouger. On leur offre énormément d'espace de recherche de plaisir et de retrouver le plaisir à pratiquer, à être ensemble en cours, mais aussi sur les temps d'association sportive. Sophie, au sein de l'UNSS, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis maintenant un an, depuis le début de cette crise, pour
continuent d'essayer d'assurer un service à ces enfants, ces élèves? Alors déjà, au sein des associations sportives, ils ont dû se réadapter pour pouvoir leur proposer les activités en lien avec l'ensemble des protocoles sanitaires qui évoluent au fil de l'année scolaire. Nous, au niveau de l'UNSS, donc pour maintenir un petit peu l'émulation, parce que bon, c'est vrai que le côté convivial de l'UNSS qui nous tient vraiment à cœur par ces notions d'équipe, de rencontres, de masse. Par exemple, nous ici, quand on revient ici, l'hippodrome, c'est le cross académique avec 2000 élèves. Aujourd'hui, ça, on ne peut plus l'avoir. Donc, on essaye de garder en fait le lien entre les associations sportives avec du distanciel. Donc, on a mis en place des challenges. Donc, il y a des challenges nationaux, donc avec le trophée des AS qui vient de se mettre en place au niveau académique. Et puis, plus localement, nous, on a mis en place des challenges. Alors, sur le début d'année, on était sur un challenge athlétisme qui nous permet d'avoir des activités qui respectent le protocole sanitaire. Pour Noël, en fait, on avait fait un challenge, le challenge de Noël qu'on avait appelé, donc avec une flash mob, un circuit training et puis un challenge vidéo. Et c'est vrai que les enseignants comme les élèves ont apprécié en fait cette notion d'objectif, donc de se remettre en pratique avec l'objectif de pouvoir faire cette flash mob le jour J, bien entraîné, etc. Et avec un peu cette notion de convivialité, forcément à distance, mais voilà, le brassage, le brassage des images, parce que finalement, il n'y a plus de brassage d'élèves. Donc, on a mis ça en place et actuellement, vu qu'on est sur des activités hivernales et plutôt d'extérieur, on a une bonne majorité des associations sportives qui montent skier sur le ski nordique. On a mis en place des ateliers de pratique pour les établissements qui sont sur place, donc sans brassage, donc chacun a son heure de pratique, justement pour pouvoir maintenir un petit peu le côté ludique et puis le côté exceptionnel entre guillemets, mais c'est vrai que nous on a ce côté où les enfants qui viennent avec nous ont pas forcément la pratique en club à côté, donc voilà, le côté exceptionnel. J'entendais un élève qui en parlait il y a 15 jours. L'année dernière, voilà, on avait fait la Savoyarde, enfin voilà, il avait un peu des étoiles dans les yeux, c'était un 6e qui avait découvert l'UNSS, et voilà, on essaye de garder un petit peu ce côté particulier de l'UNSS tout en respectant les différents protocoles. Le fait de pouvoir se mesurer à d'autres établissements, ça leur manque aussi? Clairement, habituellement, les jeunes viennent à l'association sportive, au club du collège, au club du lycée pour s'entraîner, pour découvrir. Et puis, parce que ponctuellement, il y a aussi des rencontres. Et c'est un des points forts des rencontres contre d'autres établissements. Donc, ça fédère un projet, ça leur apprend à se mobiliser sur un projet à moyen terme, à long terme. Et ça les mobilise beaucoup, le fait d'avoir des temps forts, des temps qui soient améliorés avec d'autres formes, ce que proposait Sophie à l'instant. C'est quelque chose qui donne une dimension particulière, qui renforce et qui nourrit l'intérêt des jeunes aussi dans ce contexte particulier. La notion de rencontre reste présente au sein des AS, dans les groupes, mais à un moment, quand on connaît tout le monde, à force de jouer avec les mêmes, la dynamique s'essouffle. Voilà, donc ils sont ravis de pouvoir participer à ces challenges. Sur le ski de fond, par exemple, permettre de découvrir d'autres formes de pratique, faire une petite poursuite au sein de son groupe, pratiquer un petit peu le biathlon, faire un atelier de ski orientation. C'est des choses qui ont vraiment donné un plus à la pratique que venaient chercher ces enfants le mercredi après-midi. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de faire toujours le même métier depuis un an ? Comme tous les métiers, on s'est réinventé, on s'est adapté, on a essayé de construire des solutions pour répondre aux contraintes qui étaient posées par la crise sanitaire. Le même métier, oui. Le cœur du métier, c'est de faire progresser les enfants, c'est de les mettre en jeu corporellement, c'est de les mettre en jeu ensemble, c'est de leur permettre de jouer, d'apprendre, de se former. Et le métier reste le même. Après, les conditions changent. Comme pour tout. La semaine dernière, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé que les gymnases et les piscines pourraient rouvrir, notamment pour la pratique du sport scolaire. Ce sont des annonces qui vont dans votre sens, qui ont tendance à vous rassurer ? Alors, je dirais qu'il y a encore un petit bémol, nous, pour l'association sportive des établissements, où normalement, étant périscolaire, extrascolaire, on n'a pas encore le droit de retourner dans les gymnases et dans les piscines. Au contraire des cours d'éducation physique et sportive. Donc pour l'instant, on reste de toute façon sur des activités extérieures. On espère pouvoir bientôt retourner dans les gymnases.
Et en éducation physique, oui, ça va donner une grosse bouffée d'oxygène à l'ensemble des collègues et des enfants, hein. On a été contraints d'annuler des cours ou de faire des cours en salle quand les conditions météorologiques ne le permettaient pas, hein. Cours de PS à moins 3 degrés dehors ou sous la pluie sans avoir accès à des vestiaires. C'est pas non plus réaliste. Donc le retour en salle va faire du bien entre guillemets à tout le monde. Après, il se fera pas n'importe comment, hein. Les contraintes restent assez importantes, hein, sur le port du masque, la distanciation. Mais dans tous les établissements, la pratique physique pourra avoir lieu. Les cours ne se sont jamais arrêtés, mais ils avaient pris d'autres formes. Le fait que, concernant la pratique du sport, les règles semblent changer très souvent, ça doit rajouter la difficulté Oui, ça et le manque de lisibilité sur ces règles. Il y a une cohérence, hein, sur la continuité des règles. Après, la difficulté actuellement, c'est qu'une annonce est faite, le texte est publié quelques jours après, et donc on est toujours en réaction. C'est comme les associations sportives du monde fédéral, hein. Voilà, donc c'est une des difficultés pour nous. Ensuite, on compose avec et on avance. C'est les collectivités qui nous mettent à disposition les gymnases, les lieux de pratique, s'adaptent comme nous. Donc on a des petits temps morts sur lesquels on recrée les pratiques du lendemain ou du surlendemain au regard des nouvelles consignes sanitaires. Sachant qu'on a fait ici, sur certaines municipalités, en fonction des nécessités sur les classes à examen, etc., de pouvoir recomposer tous les programmes d'utilisation des installations sportives couvertes. Donc, par exemple, j'ai eu des collègues la semaine dernière qui me disaient, nous, on va être obligés de refaire une réunion et de s'harmoniser avec tous les établissements scolaires du bassin pour dire, nous, il nous faudrait avoir accès au gymnase tel jour à telle heure parce qu'on a une classe à examen. D'autres, nous on devait y aller à ce moment-là, mais on n'a pas forcément, on a des sixièmes, on n'a pas forcément nécessité d'être en salle, on va pouvoir se réadapter. Donc voilà, pour les municipalités, mais aussi pour les associations les établissements scolaires, il faut se réadapter du jour au lendemain. Oui, pour compléter, on fait du cousu main dans chaque établissement, hein. Au collège Côte-Rousse, on a fait le choix de basculer sur des pratiques extérieures. L'annonce du retour en gymnase ne va pas changer nos pratiques parce qu'on a engagé les enfants sur des cycles d'activité. Donc on fait actuellement beaucoup d'athlétisme, de la vitesse avec nos sixièmes, de la course d'orientation avec d'autres classes. On va continuer ces activités en extérieur tant que la météo le permet. Et le fait de pouvoir revenir en gymnase va nous donner une bouffée d'oxygène le jour où il pleut. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement vos élèves là, quand vous les voyez en cours de sport, Nos notamment élèves, ceux qui sont, vous l'avez dit en début d'interview, très sédentaires? nos élèves, ils ont envie de pouvoir jouer, ils ont envie de se mettre en route. Ils ont envie que ça se passe bien. Donc concrètement, quelle que soit la solution qu'on leur propose, ils sont partants. Sauf à rester en salle trop longtemps. Ils ne viennent pas en EPS et en sport pour rester en salle et faire des cours théoriques. Ça ne peut pas marcher avec des collégiens, avec des lycéens peut-être un petit peu, sur une très courte durée, mais c'est pas possible. Sur un cours de 2 heures, c'est 1h15 maximum. Et après, c'est vrai que les collègues le disent, les élèves décrochent. Enfin, on ne peut pas les blâmer non plus, hein. Ils viennent pas pour ça. Ils ont besoin de jouer et de se mettre en jeu. Sophie, pour terminer, une note d'espoir. Est-ce que vous imaginez que dans la suite, les événements, ça puisse reprendre une note positive? Moi, je désespère pas. J'imagine déjà qu'en septembre, on va pouvoir recommencer. Alors, certes, pas sur les événements de masse, comme on pouvait le faire sans se poser de questions auparavant. Voilà, on accueillait 2500 élèves pour le cross, ça nous posait aucun problème. Là, j'imagine déjà très bien. On l'avait plus ou moins envisagé là pour novembre dernier, un cross particulier, un cross avec des élèves. Du brassage, non, mais des élèves qui puissent se voir sur des espaces particuliers, chacun son espace, etc. Mais avec des événements qui puissent absorber peut-être 4 à 500 élèves. Donc c'est 5 fois moins que d'habitude, mais c'est recréer une dynamique, peut-être faire plusieurs événements sur plusieurs lieux. Enfin voilà, on a déjà des idées en stock, reste à savoir lesquelles on va mettre en place. Si on peut faire comme on faisait avant, tant mieux. Sinon, on a déjà plein de solutions qui sont dans les tiroirs et puis on n'a plus qu'à les activer. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Merci Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation, hein. Bon courage pour la suite. Voilà.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Avant de se quitter, je souhaiterais remercier Martine Gross de l'Hippodrome. Merci également à Joanne Pognangros et Fanny de Vilaine pour la réalisation. Merci à Manon Boulben pour la coordination des invités. Et merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. Je vous dis au revoir. On se retrouve très bientôt. Bye bye.